Et bien voilà, on va donc démarrer comme tous les jours à midi avec la chronique gastronomie de l'émission. Et aujourd'hui, on a la joie d'accueillir un nouveau chef. C'est vous, Grégory Quilleron. Et donc, c'est Cuilleron ou Quilleron ? Je crois que c'est Cuilleron, mais je ne vais pas trop contredire Julia. Mais non, je suis désolée, Cuilleron, pardon. Aucun problème. Il se trouve que c'est la partie bombée de la cuillère. Ah voilà, Cuilleron. Vous étiez destiné à faire de la cuisine. À faire de la cuisine. Alors que Vignali, par exemple, j'étais destinée à rien du tout. Du BTP éventuellement. Oui, éventuellement. Gomez, on pourrait monter une entreprise toutes les deux. Tiens. Et donc, ce matin, vous allez à la recherche, à la découverte plutôt d'un plat traditionnel de la cuisine bourguignonne, les œufs en meurette. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors, je tiens à préciser que c'est pas parce que je l'ai gagné que je fais une chronique là-dessus. J'avais prévu de le faire avant. Je confirme. Vous nous aviez donné ce sujet-là avant même de savoir que vous seriez champion du monde. Exactement. Quand même. Je n'ai toujours pas reçu de coup de fil du président Macron, mais j'attends avec impatience. Si d'aventure vous avez des contacts. Oui, bien sûr. Donc, ce week-end, c'était la journée mondiale de l'œuf. Et à cette occasion, au Clos Vougeot, qui est le siège des Chevaliers du Tas de Vin, qui promeut les bons vins de Bourgogne, se sont tenus les championnats du monde d'œuf en meurette. Alors, il y avait un concours amateur le samedi et un concours professionnel le dimanche, avec un jury d'exception, présidé par Guillaume Gomez, l'ancien chef de l'Élysée, et son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, qui est friand de ce mets. C'est très drôle. C'est la classe internationale, je trouve. Ça m'a fait des photos de profil sur Facebook pour jusqu'à plus soif. Et donc, Grégory, vous avez été sacré champion du monde avec votre recette de l'œuf en meurette, c'est bien ça ? C'est bien cela. Donc, l'œuf en meurette, je vais vous expliquer quand même un petit peu ce que c'est. Donc, c'est un œuf poché dans du vin rouge ou de l'eau vinaigrée. Vin rouge, on préfère. Vin rouge, c'est mieux, puis c'est une couleur plus jolie. Alors moi, ce que je fais, c'est que le vin, je le flambe avant pour que ça n'ait pas trop le goût d'alcool. Et puis, c'est servi avec une sauce à base donc, de vin rouge, d'échalotes, de champignons et de lardons. Grosso modo, c'est la sauce du bœuf bourguignon qu'on réutilise. C'est génial. Mais dans ce cas précis, on n'attend pas de faire un bœuf bourguignon. Bah non, bien sûr. Et ça vient d'où tout ça ? Alors, ça vient d'où ? Ça, c'est l'histoire de l'œuf en meurette. Il y a deux écoles. La première, ça viendrait du latin muria, qui est en fait une préparation saline dans laquelle on cuit des aliments. D'accord. Alors c'est en partie vrai. Mais moi j'ai une pote, Clémentine Barbier, qui était au concours, qui me dit que son arrière grand-oncle, donc on se raccroche un peu aux branches de l'arbre généalogique, aurait inventé cette recette. Donc il s'appelait Nicolas Meuret, il était cuisinier, fils de vigneron. C'est pas impossible quand même. Moi je dis c'est fort probable. Alors, j'ai pas retrouvé sur internet, mais on trouve pas tout sur internet. Il est parti en Angleterre, ça s'invente pas. Là-bas, il passe un concours. Il sert un œuf poché avec une sauce au vin rouge, aux champignons. Nicolas Meuret, il était de Bourgogne. Bien sûr, il était bourguignon. Il gagne le concours et là, on appelle son œuf l'œuf Meurette. Meurette, c'est encore plus chic. Tout viendrait de là. C'est clair. Donc, bon. Je vous ai fait un petit bilan la meurette, ok. Voilà, sur la meurette. On va peut-être passer à la recette. Oui, s'il vous plaît, parce que si on va en faire un à la maison, c'est possible, ça, c'est facile ou pas ? Bien évidemment. Alors, votre recette à vous, elle doit taper, mais vraiment dans le top niveau, mais un truc en tout cas qu'on soit capable, nous, de reproduire chez nous. C'est ça qu'on veut. On ne demande pas forcément les secrets du champion du monde, on n'oserait pas. Les secrets, vous pouvez les avoir, je les publierai, mais le problème, c'est que... En fait, à votre mort, bien sûr, c'est ça. Non, il n'y a pas de secret en cuisine. C'est que ma sauce, ça a duré 8 jours pour la faire. Non, un truc plus simple. Un peu trop long. Et puis surtout, on a faim et on veut manger dans 5 minutes. Parce que vous avez un truc qui est faisable en 8 minutes, on va dire 8 minutes. Pas 8 minutes, mais je vous ai fait un truc simplex. Alors, allez-y. Alors, donc pour la sauce, je reprends mes notes parce que les quantités, vous savez, 1 litre de vin rouge, si possible du pinot noir. Bien sûr. 100 g d'échalotes, 30 g de beurre, 30 centilitres de fond de veau. Alors, si on n'a pas son fond de veau perso, ce qui est plutôt rare, on prend de la poudre, c'est pas grave. C'est ce que j'ai chez moi, de la bonne poudre. Magnifique. Faites gaffe, ça peut prêter à confusion. Non. 100 g de poitrine fumée, 100 g de champignons de Paris, une carotte, une feuille de laurier, 2 gousses d'ail. Et par ailleurs, il nous faut 4 gros œufs, 4 tranches de pain assez fine, une gousse d'ail supplémentaire et 20 g de beurre fondu. Donc la préparation de la sauce. Alors on y va. On porte à ébullition le vin rouge et la carotte coupée en rondelles. On met tout le litre de vin. On met le litre. On y va. Ainsi que les échalotes. Alors attention, une bouteille de vin ne fait que 75 centilitres. Donc il en faut 2. Dommage, il faudra continuer à la boire. Ça fera pour le repas. Avec modération. Avec modération, bien évidemment. On met le feu. D'accord. Une fois que ça a arrêté de flamber, on va rajouter la feuille de laurier. Par ailleurs, on émince les champignons, le lard, on écrase les gousses d'ail, on les fait revenir d'une cocotte avec 15 g de beurre, on mouille, c'est-à-dire qu'on rajoute le liquide, donc le fond et le vin rouge réduit, on ajoute le laurier,
On laisse un petit peu réduire. Je crois qu'on m'a volé la fin de ma recette, mais c'est pas grave. La connais bien. Du tiers à feu doux. Voilà, on laisse réduire du tiers à feu doux. On va dire que je connais pas mes recettes après. Merci beaucoup. Non. On ajoute du beurre. À la fin, on rajoute une noix de beurre en battant bien pour donner un petit peu de brillance. D'accord. Par ailleurs, les croûtons, on prend nos tranches avec notre beurre fondu dans lequel on a fait infuser l'ail, clac, 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 on tartine, on met ça au four, si possible entre 2 plaques pour que ça reste bien fin. Ça va et bien droit. Oh, ça c'est 10, 15, 20 minutes sur la puissance du four à 180 degrés. D'accord. Donc là, les croûtons vont se faire tout seuls, voilà. Oui, voilà, ils vivent leur vie, on peut faire ça pendant le reste. Et enfin, on va faire l'œuf poché, donc on prend soit notre vin rouge, soit notre flotte. Non, mais en fait, j'étais en train de regarder, je me suis levée. Je voulais savoir si vous en aviez en plateau. Mais non, malheureusement, non. Parce que, pour tout vous dire, je suis le chroniqueur au pire bilan carbone du monde. Je viens de Lyon. Donc, j'ai pas pu prendre. Mais je vous amènerai des trucs à manger la prochaine fois, c'est promis. Donc, on met un litre d'eau vinaigrée ou de vin. On prend son fouet, on bat. On verse, voilà, on casse l'œuf dans un ramequin, on va verser celui-ci dans l'œil. C'est un peu technique, l'œuf poché, mais bon, j'ai essayé, la première fois j'ai tout raté, après j'ai réussi. Les 2 premières sessions, j'en pétais 1 sur 2. Voilà. Là, je me suis dit, ça suffit mon garçon, j'ai acheté 40 œufs, tous les soirs, je m'en faisais 10. Maintenant, je vais... faut s'entraîner. Voilà, donc on verse ça dedans, on laisse cuire 2 minutes 30 à frémissement, on sort, on est bien, on verse la sauce, on met le crouton et on mange. Voilà, c'est prêt. Franchement, c'est une petite question rapide, Nathalie, allez-y. Oui, qu'est-ce qui fait la différence entre un premier champion du monde et puis les autres? C'était quoi ton truc? Alors, je pense que avant tout, la simplicité. Il y a que des œufs simples qui ont gagné ces 3 dernières années. Et puis, c'est la qualité de la sauce. 8 heures, là, quand même. 8 heures, et puis moi, je mets du paleron. Enfin, je fais des trucs un peu différents. On va rester sur le basique pour nous. Ça suffit largement, je pense, Nathalie. Merci, franchement. Merci, Grégory, pour tous ces conseils, ces astuces. Plaisir. Les œufs en meurette n'ont quasi plus aucun secret pour nous et nos auditeurs. D'ailleurs, on n'a plus qu'à se mettre au fourneau. Mais restez avec nous, Grégory, car le décryptage de la mode, de l'habit politique façon Sophie Braffman devrait vous plaire. Et puis, il y aura aussi les conseils lecture de Nathalie Le Breton avec des livres qui soignent pour nos enfants, des livres qui les aident à affronter leurs peurs. Tout ça, c'est sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe 1. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit avec nos 3 chroniqueurs du jour, toujours autour de la table avec nous. On sait donc d'ores et déjà ce qu'il y a à savoir pour réussir, on sait ce qu'il y a à savoir pour réussir les œufs en meurette. D'ailleurs, la recette de notre chef Grégory Cuilleron va être tout de suite mise en ligne dans quelques minutes sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Sophie Braffman, vous l'avez noté, donc pas besoin d'aller sur le site. Je suis sûre d'ailleurs, Sophie, que les hommes politiques, ils adorent les œufs en meurette. Ça, j'en suis persuadée. Je pense, mais peut-être qu'ils mettent un symbole derrière l'œuf en meurette. Alors, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain glissant, je ne sais pas lequel. Mais donc ils ont du goût en cuisine, on va dire, mais est-ce qu'ils ont du goût au niveau vestimentaire? Alors c'est ça qu'on veut savoir. C'est de ça dont on va parler, parce que vous allez voir à quel point l'habit est essentiel en politique. Alors tout d'abord, je vais faire un petit récapitulatif, et je tenais à le préciser, la mode est bien moins futile qu'il n'y paraît, puisque le secteur de la mode et du prêt-à-porter représente davantage en chiffre d'affaires global que l'aéronautique et l'automobile. Je pense que c'est important de le dire, parce que c'est quand même vachement plus sympa de bosser sur un défilé que sur le salon de l'auto. Donc il va falloir à un moment donné qu'on sache que finalement ce n'est pas si futile que ça. D'ailleurs, 2 journalistes en 2016 s'étaient intéressés au sujet. Elles avaient sorti un livre intitulé « Le vestiaire des politiques » où justement on exprimait à quel point on scrutait les hommes et les femmes politiques et d'autant plus les femmes. Vous allez rapidement le comprendre. De toute façon, être une femme en politique, c'est loin d'être évident. Certains ont même du mal avec la féminisation des termes. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale jeudi dernier. C'était le 7 octobre où le député Julien Aubert ne cessait de dire « Madame le ministre » à Barbara Pompili. Je demande de manière très claire à être appelé Madame la Ministre. Si Monsieur le député ne respecte pas cela, il sera appelé Monsieur la rapporteure et j'en prends la pleine responsabilité. Non, Madame la Ministre. Donc, comme vous l'entendez, les filles pas et facile, monsieur, bien sûr, en politique, être une femme est loin d'être une mince affaire. Alors, quand je vous disais qu'on regarde les tenues, on se souvient toutes, bien sûr, et tous, des crocs fluo de Roselyne sur le perron de l'Élysée, particulièrement moche, mais aujourd'hui, le moche étant le nouveau beau, finalement, Roselyne avait un temps d'avance. Avant tout le monde. Exactement. Jack Lang avec son fameux col Mao, où là, on était sur une expression très claire, d'une gauche populaire, voire caviar, voire morito. Une gauche détendue. Enfin, Marine Le Pen qui prend à cœur d'adopter des codes vestimentaires des classes populaires pour faire oublier ses origines bourgeoises avec une forte appétence pour les couleurs du drapeau, du marine, du blanc et même des escarpins rouges. Et chez elle, on est très loin d'une paire de Louboutins. Ah, génial. Mais donc, ça veut dire que le message envoyé dans la tenue est avant tout politique. C'est bien ça, Sophie? Complètement. Mais est-ce qu'il est toujours sexiste quand on évoque la tenue d'une femme? Vous pensez certainement à Cécile Duflot. Il est sexiste. Alors là, je voudrais aussi revenir dessus. Cette fameuse robe à fleurs qui a suscité des huées, c'était le 12 juillet 2012 à l'Assemblée nationale. Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Monsieur le Président. Allez, écoutez.
mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement. C'est dingue. C'était complètement dingue. Alors, vous me direz, c'était il y a 8 ans. Il est vrai que les choses ont quand même changé depuis, même si récemment, le député RN Julien Audoul s'est permis à l'égard de Florence Portelli de lui dire « Non, mais je suis pas une blonde ». Au RN, on fait des blagues hyper sympathiques et qui sont pas du tout ringardes, des blagues de vieux tonton. Je lui conseille de prendre quelques cours chez Jean-Marie Bigard, qui est en pleine forme en ce moment. Donc, du côté des blagues sexistes et ringardes, ça s'est malgré tout amélioré et ça a évolué. Je vous parlais de l'industrie de la mode. Je me suis donc rendue à Bercy, dans le bureau d'Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, à Bercy, où on a le sens du détail quand on parle style. Bruno Le Maire est un extraordinaire ministre de tutelle, mais c'est aussi un esthète. Et c'est un homme qui a le sens du détail. Et Bruno, qui est un grand politique, a toujours le regard sur la couleur d'un vernis à ongles, la couleur d'une paire de pompes, la couleur d'une cravate assortie. C'est un homme très élégant. Incroyable. De l'élégance avant toute chose, nous disait Olivia. Voilà ce qui fait le sel d'une tenue politique. D'ailleurs, Olivia est née dans la mode, d'une mère mannequin chez Cardin et d'une grand-mère première d'atelier chez Chanel. Elle cite donc volontiers sa grand-mère en disant que l'élégance est une sorte de politesse. Elle cultive cette élégance dans des tenues accessibles, car l'élégance ne nécessite pas forcément d'argent. Donc aujourd'hui, Sophie, on peut être femme féminine en politique sans que cela ne suscite de débat. Alors, c'est exactement ce qu'elle me disait. Elle-même oserait mettre cette fameuse robe à fleurs portée par Cécile Duflot et pense qu'il n'y aurait plus de sujet. Bien sûr, comme on l'a vu, il y aura toujours des gens un peu bas de plafond, comme on le dit, pour lesquels les choses n'ont toujours pas changé. Mais on serait presque aujourd'hui passé d'une extrême à une autre. Moi qui ai été députée pendant plus de 3 ans et demi, jamais je n'ai eu affaire à une réflexion machiste, sexiste ou déplacée à l'endroit d'un pull en V un peu décolleté ou à l'endroit d'une jupe au-dessus du genou. Mais on est presque passé à l'excès inverse, c'est-à-dire que quand vous êtes une femme aujourd'hui un peu apprêtée, que vous mettez une jolie robe, les hommes très bien élevés qui ont juste envie de vous dire ça vous va bien, ne savent même plus comment vous le dire. Donc on est passé un peu d'un extrême à l'autre. Et j'espère que dans les années qui viennent, les hommes politiques pourront redire aux femmes quand elles sont jolies et inversement. Alors Olivia Grégoire va même plus loin dans son message en nous suggérant de rester ce que nous sommes, de ne pas nécessairement nous masculiniser pour affirmer que nous avons un pouvoir. On peut tout à fait exercer de très hautes fonctions en stiletto. On l'écoute. Je pense que la vraie réflexion aujourd'hui, c'est en termes de personnalité, comme en termes d'apparence, de rester femme. Et j'ai toujours en tête cette injonction nietzschéenne, deviens ce que tu es. Devenons ce que nous sommes. Nous sommes des femmes, restons qui nous sommes et continuons à devenir ce que nous sommes. Des femmes ultra sexy en politique, les filles, ça vous dit? D'ailleurs, nous, dans ce studio, on est sexy et on assure. Grégory? Oui, merci. Je confirme. Merci. Il avait pas intérêt à dire le contraire, le pauvre. Il a senti une petite pression, le pauvre. Merci beaucoup, Sophie Braffman, pour ce décryptage de ce qu'est la mode version politique, parce qu'effectivement, ça peut faire peur parfois, les goûts de certains. Donc là, on est rassurés, ils ont pour la plupart bon goût. Elle aussi, elle a du goût et un goût même très sûr, surtout pour nous conseiller des livres pour nos enfants. C'est Nathalie Le Breton. Nathalie, alors, la peur du loup, la peur du noir, la peur de l'eau, la peur des chiens, du vide, du bruit, des nouveautés. Certains enfants se focalisent et d'autres ont peur de tout. On a beau se dire qu'avoir peur, ça permet de se protéger des dangers. On aimerait bien les aider à dépasser ces peurs. Et pour ça, heureusement, vous êtes venus dans votre mallette avec des livres et une belle sélection, je crois. Oui, et vous avez raison. La peur, c'est utile. Ça permet à l'enfant de grandir et d'être un peu prudent. Là où c'est embêtant, c'est quand la peur prend le dessus, les empêche de respirer, les empêche de vivre, les empêche d'être des enfants. Ce qui est intéressant avec les livres, c'est qu'ils ont des illustrations. Et donc, d'un seul coup, on va pouvoir matérialiser cette peur. C'est pour ça que je vous ai choisi Ma peur et moi. C'est sorti aux éditions du Ricochet, un livre de Francesca Sana. Et c'est drôlement bien parce que, vous voyez, cette peur, elle n'est pas effrayante. Ça ressemble au départ à un petit doudou, une petite peluche. Sauf que quand les conditions de vie changent, eh bien, cette peluche grossit. Cette petite fille n'arrive pas à vivre à l'école, à rencontrer les autres, jusqu'au moment où elle va rencontrer un autre enfant très timide qui est très peur des chiens, et elle se rend compte que lui aussi il a une peluche qui s'appelle peur. Et ben ensemble on a un petit peu moins peur. C'est ce que nous dit cette très belle histoire. Bon, et puis il y a la peur de s'endormir, la peur du noir. On a beau passer par les rituels, la berceuse, le livre qui écrabouille les peurs, la petite veilleuse, quand ils grandissent et qu'ils ont des cauchemars, ça se corse. Alors oui, ça se corse. Les cauchemars, tous les enfants en ont plus ou moins à partir de 4-5 ans. C'est des histoires d'Oedipe, etc. Bref, peu importe, on est bien embêté quand on est parent. Tous les cauchemars ont peur des bisous
parce que le comble des cauchemars, bien sûr, c'est d'être embrassé. Vous savez, quand la maman ou le papa arrive pour faire un bisou à l'enfant, et donc dans cette famille cauchemar où ils sont tous plus horribles les uns que les autres, y compris le chien qui s'appelle Terreur, bien sûr, eh bien, il ne faut surtout pas faire et avoir de bisous. Sauf qu'il y a un petit rebelle, le petit cauchemar, lui, il veut ce bisou. Et il va l'obtenir, il va rester près de la maman, il va avoir un bisou. Et qu'est-ce qui se passe? Il va se transformer en doux rêve. Et donc, évidemment, le père n'est pas du tout content. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es fait embrasser, etc. Et lui demande même pas son avis, il l'embrasse et cette famille de cauchemars devient des bisous. C'est assez important parce qu'on prend le parti inverse, c'est-à-dire on se met à la place des cauchemars. C'est pas drôle d'être un cauchemar. Et Nathalie, est-ce que, parce que parfois en tant que parent, on a peur justement de leur mettre des images dans la tête avec ces livres est-ce que c'est pas mal aussi de leur mettre dans la tête des images moins effrayantes pour les enfants? Oui, en fait, il faut se calmer avec ça. C'est pas les livres pour enfants qui vont créer les peurs. En revanche, ça va matérialiser les choses. Et surtout, ça va faire quoi? Avec Au secours, j'ai peur, que je vous conseille, qui est sorti chez Actes Sud Junior. Là, on va évoquer des peurs différentes. La peur de l'eau, la peur des tsunamis, etc. Et finalement, évoquer de façon un peu directe la peur de la mort, parce que c'est quand même ce qui est derrière. Mais ce qui va être bien en tant que parent, c'est non pas d'interpréter, d'être là comme un psy, etc. Mais c'est juste d'accompagner et de raconter nos propres peurs. Nous aussi, quand on a été enfant, et peut-être encore un petit peu adulte, hein, Sophie, je vois que ça brille dans les yeux, eh bien, on a nos propres peurs, mais on a grandi et on a su les dépasser. Sophie Braffman, ils ont peur de quoi, vos enfants? Les plus petits, en tout cas? Alors, le tout petit parle pas, donc je ne sais pas encore exactement de quoi il a peur. Et le grand, comme c'est un ado, je pense qu'il a peur de plein de choses, mais ne le dit pas. Mais je trouve ça très intéressant, la façon dont Nathalie en parle, parce que du coup, ça dédramatise les peurs, si on arrive à les exprimer, en tout cas. Oui, il y a un moment donné où quand ça devient, bien sûr, une phobie, une angoisse, c'est-à-dire carrément des enfants qui ne veulent plus aller à l'école du tout, là, bien sûr, on va consulter un psy, celle qui était là tout à l'heure, par exemple. Ça, c'est important. Là, on parle des peurs en général. Il faut apaiser les choses. Les parents, en général, ils craignent que leur enfant soit nul, qu'il soit toujours à la traîne, en gros, hein, qu'il soit pas un peu machiste, hein, que ce soit une fille ou un garçon. Eh bien, non, il faut pas craindre ça. Et on évite le sujet parce qu'on a peur de les ancrer, ces peurs, en fait. Encore plus, on se dit, si on leur parle de leurs peurs, ça va encore plus leur faire peur. Non, vous dites avec les mots des bouquins, finalement, au contraire, on va ouvrir le sujet. Oui, ils ont besoin des mots, parce que très souvent, vous dites, ah, mais pourquoi il a peur du chien? Mais pourquoi t'as peur du chien? Moi, elle veut que des livres sur les loups, alors qu'elle est terrorisée par le loup. Mais je veux que des bouquins sur le loup quand on va dans une librairie. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'elle est déjà en train de grandir. C'est-à-dire qu'elle est fascinée. Fascination, répulsion. Et à partir du moment où l'enfant joue avec ses peurs, ce qui est le cas dans ses livres, au départ, il le prend, il vous écoute, il voit comment vous réagissez. Puis à un moment donné, il va grandir, il va dépasser sa peur et il va en rire. Et c'est ça qui est important. Là, gardez les livres jusqu'au moment où il est capable d'en rire et de vous montrer, t'as vu un peu, j'ai grandi, j'ai même plus peur. Et donc finalement, le loup, ça focalise plein de choses extrêmement, la dévoration, la fameuse dévoration. Mais les livres sont faits pour jouer avec ses peurs. Et là, on est sur le bon chemin. Très bien. Merci beaucoup, Nathalie.